Salut la communauté. Bienvenue chez Friendseeder. Message de prisonnière. Nous sommes en mission top secrète pour atteindre les 100 abonnés. Vous regardez un contenu qui ne fait que grandir. Pour ne rien manquer de l'histoire et garantir votre place, cliquez sur S'abonner maintenant et donnez-nous l'élan final pour atteindre cet objectif. Pour le prochain épisode, c'est vous qui commandez. Quel sujet inédit souhaitez-vous que nous abordions? Laissez votre suggestion en commentaire. Mission acceptée, mission accomplie. Passons au sujet d'aujourd'hui. On leur a demandé de s'aligner à l'aube. Les prisonnières de guerre japonaises n'attendaient absolument pas ce qui allait. Suivre? C'est parti! L'obscurité était une couverture humide et lourde qui n'apportait ni chaleur ni réconfort. Dans la baraque, l'odeur de sueur, de terre et de désespoir était si dense qu'elle semblait étouffer même l'air raréfié. Des centaines de femmes gisaient entassées sur des lits de camp de fortune, leur corps squelettique à peine visible dans la pénombre. Quelque part, en Mandchourie, hiver 1944. Le monde brûlait, mais pour elles, l'enfer était un lieu froid et oublié, entouré de barbelés. Des prisonnières de guerre japonaises, arrachées à leur vie, à leur famille, brutalement forcées à une existence où chaque aube était une victoire et chaque nuit une prémonition. Une faible ampoule au plafond clignote, révélant brièvement les visages marqués par la faim, la peur et la résignation. Des yeux vides, mais qui conservent encore les étincelles d'un lointain souvenir de dignité. Elles étaient professeurs, mères, étudiantes. Désormais, elles n'étaient que des numéros, des ombres, attendant le prochain ordre, la prochaine punition. La propagande d'un empire invincible s'était réduite en poussière et en cendres, ne laissant derrière elle que la dure réalité de leur chaîne. Harumi, trentaine, allongée sur son lit de camp, a les yeux ouverts. Elle observe le plafond, mais son esprit est loin, revivant des images d'un passé qui ressemble à un rêve lointain. Son corps tremble de froid, mais ses yeux révèlent une intelligence et une résilience que la douleur n'a pas réussi à éteindre. Son de bottes lourdes qui s'approchent, accompagnées de voix rudes en mandarin. La baraque entière se fige. La peur est palpable, un frisson collectif qui parcourt chaque corps. La porte en bois de la baraque s'ouvre avec fracas, révélant la silhouette d'un garde chinois, sa lanterne balayant l'intérieur. La lumière vive aveugle momentanément les prisonnières. Debout, toutes, tout de suite. La voix du garde était un coup de fouet dans l'air glacial, mais ces mots, étrangement, n'apportèrent pas la menace habituelle de passage à tabac. Il y avait quelque chose de différent, un ton d'urgence, presque de ultimatum. Les femmes se lèvent lentement, leur corps raidi par le froid et la dénutrition. Le mouvement est lent, douloureux. Harumi aide Eeri, vingtaine, une jeune femme au visage pâle et aux yeux écarquillés par la terreur, à se relever. Qu'est-ce que c'est, Harumi? Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Je ne sais pas, Eeri, juste respire. Parmi les prisonnières, il y a une figure qui se déplace avec une étrange sérénité. Akiko, trentaine, une femme au regard perçant et aux cheveux courts, qui ne prononce jamais un mot. Elle se distingue non par sa force physique, mais par son calme presque surnaturel. Harumi l'observe, une pointe de mystère et de fascination toujours présente. Akiko, la femme du silence. Personne ne connaissait son histoire, son origine. Elle est arrivée avec le dernier groupe, et depuis, ses lèvres ne se sont jamais mouvées pour former une parole. Pour beaucoup, c'était de la folie. Pour Harumi, c'était une énigme, un secret gardé dans des yeux qui semblaient voir bien au-delà des barreaux et des barbelés. Le garde, maintenant accompagné d'autres, pointe vers l'extérieur. Le froid de l'aube s'intensifie à l'air libre. « Alignez-vous dans la cour. Vite! Le commandant veut que vous soyez toutes prêtes à l'aube. » Le mot « aube » résonne dans l'air. Ce n'était pas seulement le lever du soleil, mais quelque chose de plus. Un présage, un destin inconnu. La peur se matérialise dans les yeux des prisonnières. Certaines commencent à pleurer silencieusement, pour elles-mêmes, tout en marchant avec Eeri, à l'aube. Elles regardent Akiko, qui est déjà dans la cour, debout, sous la faible lumière d'une tour de guet. Akiko ne montre aucune peur, seulement un calme troublant. Leurs yeux se rencontrent un instant. Un regard qui semble porter un poids immense, un message non dit. Harumi ressent un frisson qui n'est pas dû au froid. Qu'est-ce qui les attendait à l'aube? Plus de punition, plus de faim, ou quelque chose de pire. L'esprit humain, même sous l'oppression la plus brutale, cherche des schémas, cherche un sens. Et dans le silence d'Akiko, Harumi sentait qu'il y avait un sens, un secret,
sur le point d'être révélée. Un danger imminent connu seulement de celles qui pouvaient lire entre les lignes du désespoir. Les prisonnières s'alignent dans la cour, une masse de corps tremblant sous le ciel gris. Le brouillard de l'aube plane au-dessus d'elles comme un linceul. L'air est lourd d'attente. Le soleil n'est pas encore levé, mais la faible lumière de l'avant-aube commence à éclairer l'horreur du camp. Qu'allaient-elles être forcées de faire? S'aligner, pourquoi? L'incertitude était un poison lent, rongeant la dernière once d'espoir. Mais au milieu de cette obscurité, une question silencieuse planait. Était-il possible que, là où la raison échouait, la folie ou le génie puisse offrir une issue? Akiko, la femme muette, semblait détenir la clé de ce mystère. Harumi, serrant la main d'Eri, sans la terreur de celle-ci. Mais ses yeux sont fixés sur Akiko, qui l'espace d'un instant lève la tête et fixe l'horizon, comme si elle pouvait voir à travers les montagnes et les murs du camp quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Sons de vent coupant sifflant à travers les fentes, grincement de vieux bois, tous étouffés, gémissements discrets. Un silence lourd, brisé seulement par la misère. L'aube n'apporta pas le fouet attendu, ni l'humiliation routinière. Au lieu de cela, l'aube révéla un convoi de camions militaires, leurs moteurs rugissant dans la froideur du matin, exhalant une fumée épaisse qui se mêlait au brouillard. Il n'y eut pas de punition immédiate, seulement un ordre, embarquer. La surprise fut un choc silencieux, un soulagement momentané qui se transforma en une nouvelle vague de terreur. Où allait-elle? Et pourquoi? Les gardes, maintenant plus nombreux et armés de fusils, poussent les prisonnières vers les camions ouverts. Il n'y a pas de gentillesse, mais il n'y a pas non plus la cruauté gratuite d'avant. C'est une efficacité froide et brutale. Harumi aidant Eri à monter sans le métal glacé de la carrosserie. L'odeur de gazole et de terre mouillée emplit l'air. Elle cherche Akiko. La femme muette est déjà assise dans le coin le plus sombre de l'un des camions, ses yeux fixés sur l'horizon qui commence à s'éclaircir, comme si elle lisait une carte invisible dans le ciel. Garde la tête baissée. Ne les regarde pas. Je ne comprends pas, Harumi. Où allons-nous? Harumi n'a pas de réponse. Elle s'assoit, tirant Eri plus près. Les femmes se blottissent les unes contre les autres, leur corps cherchant chaleur et sécurité. Le camion démarre avec une violente secousse. Le voyage est long et épuisant. Des heures se transforment en une éternité de chaos et d'odeurs. Le paysage extérieur passe de champs gelés à des montagnes rocheuses, puis à des forêts denses et sombres. Le soleil se lève et se couche, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet, mais la beauté est obscurcie par la terreur. Il n'y a ni nourriture ni eau, seulement la soif et la peur. Chaque kilomètre parcouru était un nœud dans la gorge, un poids sur l'âme. L'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre, mais l'absence d'explication était un mystère qui rongeait l'esprit d'Harumi. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui les attendait au bout de cette route tortueuse? Harumi observe Akiko. À un moment où les gardes sont distraits, Akiko gratte subtilement son doigt dans la poussière accumulée sur le côté du camion, dessinant une série de symboles. Ce sont des traits, des cercles, et ce qui semble être un idéogramme japonais simplifié. Harumi cligne des yeux, essayant de déchiffrer. Ce n'est pas aléatoire. Akiko remarque le regard d'Harumi. Leurs yeux se rencontrent. Il y a une intensité, un avertissement silencieux dans ses yeux qui semble de voir à travers le temps et l'espace. Akiko pointe discrètement l'un des symboles, puis l'avant du camion, et enfin le propre cœur d'Harumi, comme pour dire « Fais attention, c'est pour toi ». Le silence d'Akiko était un langage à part entière, un code pour celles qui osaient écouter. Harumi ressentit un frisson. Ce n'était pas de la folie, c'était un message. Mais quoi? Que savait Akiko qu'elles ignoraient? Qu'essayait-elle de communiquer avec ces gribouillis éphémères dans la poussière? La tension dans le camion est presque insupportable. Eri, à côté d'Harumi, est endormie, épuisée, la tête sur l'épaule de son ami. Le sommeil est une évasion temporaire de la réalité brutale. Soudain, le camion s'arrête brusquement. Le bruit des moteurs se tait et un silence oppressant s'installe, brisé seulement par le vent glacial. Les gardes crient des ordres. Tout le monde dehors, vite. Les prisonnières sont poussées dehors. L'air est encore plus froid et l'odeur est différente. Fumée de charbon, métal rouillé, quelque chose qui rappelle le sang séché et la moisissure. Elles sont dans une clairière sombre, entourée de plus de barbelés et de tours de guet, mais cet endroit est différent du précédent, plus désolé, plus sinistre. Les lumières des tours de guet éclairent un complexe de baraques encore plus précaire,
avec d'imposantes cheminées qui exhalent une fumée fétide et sombre. Il y a une plaque rouillée sur le portail principal, dans une langue qu'Harumi ne peut pas lire, mais l'image d'une tête de mort et de tibias croisés est universelle. Le son de cris lointains, étouffés par le vent, réveille Eri en sursaut, les yeux écarquillés. Harumi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Harumi ne répond pas. Ses yeux sont fixés sur les cheminées, sur la fumée, sur l'air lourd. Elle regarde Akiko. La femme muette n'exprime aucune surprise, seulement une profonde résignation. Mais dans ses yeux, Harumi voit quelque chose de plus, une urgence. Akiko fait un mouvement presque imperceptible de la tête, indiquant les cheminées, puis gesticule vers Harumi avec sa main, comme si elle dessinait quelque chose dans l'air. Ce n'était pas un camp de travail. Ce n'était pas une prison ordinaire. C'était un endroit où l'espoir mourait avant même de naître. La propagande d'un traitement juste était une farce cruelle. La promesse de l'aube était, en fait, l'annonce d'un crépuscule éternel. Et Akiko le savait. Elle le savait depuis le début. Le mystère n'était pas de savoir où elles allaient, mais plutôt ce qu'Akiko allait faire à ce sujet. Harumi sent un frisson glacial qui n'a rien à voir avec la température. Elle comprend que la fuite n'est plus une option, mais une nécessité absolue. Le regard d'Akiko est un ultimatum silencieux. Sons de vent coupant, grincement métallique de portails lointains, aboiements de chiens, voix dures des gardes en mandarin. L'air à l'intérieur de la baraque est dense, avec l'odeur de désinfectants bon marché mêlée à des odeurs âcres de maladie et de peur. Les prisonnières sont poussées à l'intérieur d'une baraque encore plus froide et sombre que la précédente. Il n'y a pas de lit de camp, seulement le sol en terre battue, humide et glacé. Le nouveau foyer était un cauchemar architectural. Des murs écaillés, des fenêtres grillagées qui ne montraient que l'obscurité de la nuit et les lumières implacables des tours de guet. Il n'y avait pas le moindre vestige de confort, seulement la froideur brutale de la pierre et du désespoir. Le silence à l'intérieur de la baraque était troublant, brisé seulement par les sanglots étouffés de certaines et la toux sèche d'autres, un cœur de misère qui semblait aspirer toute vitalité de l'environnement. L'espoir, autrefois un fil ténu, semblait avoir été coupé pour de bon, remplacé par une résignation suffocante. Harumi, avec Eri accroché à elle, cherche un coin pour s'asseoir. L'épuisement est écrasant, mais la terreur maintient ses sens en alerte, chaque fibre de son être vibrant de la menace. Elle balaye la baraque du regard, essayant de localiser Akiko parmi la masse des corps recroquevillés. Elle la trouve assise, adossée à un mur, apparemment indifférente au chaos, ses yeux toujours fixés sur un point invisible, comme si elle déchiffrait des secrets qu'elle seule pouvait voir. « Harumi, je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas être comme eux. » Serrant sa main, la voix ferme malgré la peur intérieure. « Nous n'allons pas mourir, Eri, non. Nous devons être fortes. » Mais la promesse sonne vide même pour elle-même. L'odeur de la mort est presque palpable, se mêlant à l'odeur métallique de la peur. Soudain, un garde entre, accompagné d'un officier au visage sévère, son uniforme impeccable contrastant avec la saleté de l'environnement. L'officier porte une carte roulée et un bâton de bois poli. « Attention, demain à l'aube, le travail commence. Celles qui ne respecteront pas les quotas, eh bien vous verrez ce qui se passe. Il n'y aura aucune pitié. Ce n'est pas un camp de vacances, c'est un centre de rééducation. Et la rééducation ici est pour la mort. » Il frappe le bâton sur le sol avec force, et le son résonne avec une autorité brutale, faisant reculer les femmes. Les yeux de l'officier balayent les femmes avec mépris, s'arrêtant un instant sur Akiko, qui ne détourne pas le regard. Une tension silencieuse et presque électrique emplit l'espace entre eux. L'officier hoche la tête, comme s'il écartait quelque chose d'insignifiant ou d'inoffensif, et se tourne pour partir, laissant derrière lui une trace de terreur glaciale. Le travail était un mot codé pour l'annihilation lente et méthodique. Les prisonnières les plus anciennes de la baraque le savaient déjà. Leurs visages racontaient des histoires d'horreur que l'esprit refusait de traiter. Les cris qui résonnaient dans la nuit, autrefois étouffés, semblaient maintenant plus proches, plus clairs. Ce n'étaient pas des punitions, mais des désespoirs finaux, des âmes qui prenaient un congé. Harumi sentait un nœud dans l'estomac, une intuition glaciale qui la paralysait. L'aube chaque jour serait un pas de plus vers la fin, pas vers le début. Lorsque la lourde porte en bois se ferme avec un bruit sourd et que le silence revient, Akiko fait un mouvement. Elle se lève et, sans faire le moindre bruit, s'approche d'Harumi et d'Eri.
Akiko tend la main et dans sa paume, il y a un petit morceau de charbon qu'elle a dû trouver dans un coin oublié. Avec le charbon, elle dessine rapidement sur le sol en terre battue, devant Harumi. Ce sont les mêmes symboles qu'avant. Un regroupement de points, une ligne sinueuse, un cercle, mais maintenant il y a une séquence, un motif émergent, comme une constellation nouvellement découverte. Harumi observe, fasciné, son cerveau travaillant à vitesse maximale pour déchiffrer. Akiko pointe le premier symbole, puis le ciel nocturne visible à travers la grille, indiquant les étoiles. Ensuite, elle pointe le deuxième symbole et un point lointain à l'horizon, au-delà des barbelés, un lieu qui semblait inaccessible. Enfin, elle pointe le troisième symbole et le propre cœur d'Harumi, avec un regard d'une urgence intense, d'une supplique silencieuse. Avec peur, elle murmure, agrippant le bras d'Harumi, « Qu'est-ce qu'elle fait, Harumi? Elle est folle? Elle va nous dénoncer !» Ignorant Eri, ses yeux fixés sur les symboles, une étincelle de compréhension, presque un choc électrique, commence à s'allumer dans son esprit. « Non, ce n'est pas de la folie, Eri. Non, c'est une carte, ou un code, un plan. » Akiko ne parlait pas, mais ses yeux et ses gestes étaient des volumes entiers d'informations. Elle dessinait une évasion. Pas une simple évasion, motivée par le désespoir, mais une qui dépendait de quelque chose de plus que la force brute. Une évasion qui exigeait de l'intelligence, l'observation des détails les plus subtils, et par-dessus tout, une confiance aveugle en une femme qui n'avait jamais prononcé un mot. Elle plantait la graine d'une idée dangereuse, presque suicidaire, mais peut-être la seule véritable lueur d'espoir. Akiko, avec un dernier regard vers Harumi, un regard qui transmettait un mélange paradoxal de désespoir et de conviction inébranlable, efface les symboles avec son pied, comme s'ils n'avaient jamais existé, retournant à son coin. Le morceau de charbon disparaît aussi mystérieusement qu'il est apparu, avalé par l'obscurité de la baraque. Harumi sent son cœur s'emballer, un tambour frénétique dans sa poitrine. Elle essaie de reconstruire les symboles dans son esprit, la séquence, la signification, les étoiles, l'horizon lointain, et puis, que signifiait pointer vers elle-même? Serait-ce Harumi la clé? Ou le message était-il destiné à être déchiffré par elle, un défi intellectuel au milieu de l'horreur? Le danger était imminent, une ombre grandissante sur chaque âme dans la baraque. Les cris lointains, maintenant plus clairs et gutturaux, étaient une bande sonore constante de l'horreur qui les entourait. Akiko ne fuyait pas seulement le camp, elle fuyait le temps, la mort elle-même qui se rapprochait à chaque aube. Et Harumi, maintenant, se sentait entraînée au centre de cette énigme mortelle, une pièce cruciale dans un jeu qu'elle commençait à peine à comprendre. Le mystère d'Akiko devenait le mystère de sa propre survie, un lien fragile entre la vie et l'oubli. Harumi, épuisée, ferme les yeux, mais les images des symboles d'Akiko se répètent dans son esprit, vives et insistantes. Elle sent la présence d'Eri tremblant à côté d'elle, sa peur palpable, presque contagieuse. Le silence d'Akiko était une arme, un outil, et Harumi savait qu'elle devait apprendre à l'utiliser, à le déchiffrer, avant que la prochaine aube n'apporte non pas la lumière, mais l'obscurité définitive. Son de vent coupant, grincement métallique de portails lointains, aboiement de chiens, voix dure des gardes en mandarin. L'odeur de désinfectant se mêle maintenant à une odeur plus forte, presque métallique et douceâtre, qu'Harumi ne parvient pas à identifier, mais qui lui donne la nausée. Dans l'obscurité claustrophobique de la baraque, la peur était un prédateur silencieux, rôdant dans chaque ombre, niché dans chaque cœur. Harumi essayait de dormir, mais son cerveau refusait de s'éteindre. Les images des symboles d'Akiko se répétaient dans son esprit, vives et insistantes, comme des hiéroglyphes ancestraux murmurant des secrets perdus. Elle traçait les points, les lignes sinueuses, le cercle, essayant de trouver une logique, une connexion. Les étoiles, l'horizon, et elle-même. Qu'Akiko voulait-elle d'elle? Était-ce une carte littérale, un guide pour l'évasion? Ou quelque chose de plus abstrait, une stratégie qui exigeait son esprit, sa capacité de leadership? Harumi se retourne, essayant de trouver une position moins inconfortable sur le sol glacé. Eri, à côté d'elle, respire de manière irrégulière, prisonnière d'un sommeil agité et cauchemardesque. Akiko, dans le coin, est une statue de silence, sa silhouette presque invisible dans la pénombre, mais sa présence est un phare de mystère qui attire le regard d'Harumi. Elle murmure pour elle-même. Étoile, horizon, moi. L'aube approchait, non pas comme une libératrice, mais comme un bourreau,
prêt à commencer le rituel quotidien de déshumanisation. Le silence d'Akiko était un paradoxe. Pour certaines, la folie. Pour Harumi, la seule voie d'espoir dans un cœur de désespoir. Mais l'espoir, ici, était une lame à double tranchant capable de couper à la fois le désespoir et la vie elle-même. Le risque d'être découverte en train de déchiffrer les symboles d'Akiko était fatal, mais le risque de ne pas essayer était la mort certaine. Le soleil se lève pâle et indifférent, teintant le ciel de nuances de gris et de rouge. Les cheminées du camp exhalent une fumée plus dense et plus sombre que jamais, un mauvais présage visuel qui se répand dans l'air. L'odeur douceâtre et métallique de la nuit précédente est maintenant plus forte, presque insupportable. Sons de sifflets stridents, d'aboiements incessants de chiens de garde et de bruits de bottes lourdes qui marchent. Les gardes poussent les prisonnières hors des baraques, formant des files désordonnés. Le travail était une danse macabre avec la mort. Il n'y avait pas de machine, seulement des mains humaines, forcées à des tâches insensées, épuisantes, conçues pour briser l'esprit avant même de briser le corps. Portèrent des pierres d'un endroit à l'autre, creusaient des fossés qui étaient ensuite rebouchés, nettoyaient les installations avec de l'eau glacée, sous le regard implacable des gardes. Chaque mouvement était surveillé, chaque faute punie par des coups de bâton ou la privation de la nourriture déjà rare. Harumi et Eri sont affectés au transport de lourds seaux de terre. À chaque pas, les muscles protestent, la faim rugit dans l'estomac. Eri, pâle et faible, a du mal à se tenir debout. La voix étranglée, presque en pleurs. « Je n'en peux plus, Harumi. Je n'y arrive pas. » L'aidant à soulever le seau, l'épuisement elle-même la submergeant presque. « Accroche-toi, Eri, un pas à la fois. Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. » Harumi jette un regard discret à Akiko, qui est dans un autre groupe, travaillant avec une concentration presque robotique. Ses mouvements sont précis, économiques. En un instant, alors qu'elle balaye le sol d'une cour, Akiko fait un mouvement subtil avec le balai, traînant la saleté de manière à former, pour un bref moment, 3 petits tas, l'un derrière l'autre, pointant dans une direction spécifique. Harumi le remarque. C'est le même schéma de points que le dessin au sol. Un frisson lui parcourt l'échine. Ce n'est pas de la folie. C'est un plan qui se déroule au grand jour, sous le nez des gardes. Akiko ne parlait pas, mais le camp était sa toile, la poussière et la saleté, son encre, et les gestes les plus subtils, son langage. Elle envoyait un message non seulement à Harumi, mais à quiconque avait des yeux pour voir et le courage de déchiffrer. Le danger était que le message soit mal interprété, ou pire, découvert. Mais l'urgence dans les yeux d'Akiko était claire. Le temps était compté. Un garde s'approche d'Eri qui a laissé tomber le seau épuisé. Il lève son bâton. « Paresseuse, lève-toi !» Harumi, par impulsion, pousse Eri de côté et se place devant elle, ramassant le seau. Le garde hésite, surpris par l'audace. Il la regarde avec colère, mais quelque chose dans sa posture, peut-être la détermination dans les yeux d'Harumi, le fait reculer un instant, juste assez pour qu'un autre garde l'appelle. Ce petit acte de défi, de protection, était un répit, un rappel de l'humanité qu'ils essayaient d'éradiquer. Mais c'était aussi un risque. Le conflit n'était pas seulement entre les prisonnières et les gardes, mais entre l'espoir et le désespoir qui luttaient à l'intérieur de chacune d'elles. Plus tard, lors de la distribution de la rare soupe, Harumi s'approche d'Akiko. La baraque est bruyante, avec le bruit des cuillères raclant les bols et des gémissements de faim. Harumi essaie de déguiser la conversation. Les symboles, les points, que signifient-ils? La direction? Akiko, sans lever les yeux de la soupe, qu'elle touche à peine, fait un mouvement presque imperceptible de la tête, indiquant l'un des murs de la baraque, puis, avec son petit doigt, pointe une petite fissure dans la pierre, presque invisible. Ensuite, elle lève l'index et le déplace en un cercle lent, comme si elle traçait le chemin d'une horloge. La fissure, un point de faiblesse. Et le cercle, un cycle? Un temps? Harumi sent son cœur s'accélérer. Akiko n'indiquait pas seulement une route d'évasion, elle indiquait un plan qui impliquait le temps lui-même, le rythme du camp. Le mystère s'épaississait, et à chaque indice, l'enjeu devenait plus grand. Akiko construisait un puzzle mortel, et Harumi était la seule qui semblait capable d'assembler les pièces. Harumi essaie de mémoriser l'emplacement de la fissure, la forme du cercle. Elle ressent un frisson, non seulement du froid, mais de l'énormité de la tâche qui l'attend. L'aube promise par le commandant n'était pas seulement le début du travail, c'était le début d'une date limite, une course contre l'annihilation.
Et Akiko le savait. Elle semblait tout savoir. Les nuits étaient plus cruelles que les jours. Le silence forcé de la baraque était rempli par les fantômes de la peur, par les voix de celles qui n'avaient pas survécu au travail de la journée. Harumi ne pouvait plus dormir. Chaque fibre de son être était synchronisée avec les symboles d'Akiko, les indices qui, comme des miettes de pain, la guidaient à travers l'obscurité. Elle repassait le motif dans la poussière, les petits tas du balai, la fissure dans le mur, le cercle dans l'air. Étoile, horizon, elle. La fissure, un point. Le cercle, un temps. Mais quel temps? Harumi, assise par terre, tire un petit morceau de tissu déchiré de son kimono. Avec son ongle, elle essaie de dessiner les symboles d'Akiko, reproduisant la séquence dans son esprit. Elle réalise que le cercle n'est pas seulement un temps, mais un cycle. Le cycle de patrouille des gardes, le cycle de la fumée des cheminées. L'idée la trouble. Elle murmure, frissonnant à côté d'elle. « Harumi, qu'est-ce que tu fais ?» Sylvansa, regardant Eri, ses yeux pleins d'une nouvelle détermination. « J'essaie de comprendre, Eri. Akiko nous montre un chemin. Ce n'est pas de la folie, c'est un plan. » Eri, toujours effrayée mais avec un éclair de curiosité, regarde les symboles qu'Harumi essaie de recréer. Elle voit la peur dans les yeux d'Harumi, mais aussi une étincelle d'espoir qu'elle avait elle-même perdue. L'incrédulité d'Eri était un miroir du désespoir général, mais le calme d'Akiko et l'obstination d'Harumi commençaient à semer un doute. Et s'il y avait une chance même minime de s'échapper de cet enfer? Le mystère d'Akiko était une invitation à la fois, un pari sur l'intelligence contre la brutalité. Harumi, épuisé, se tourne vers Akiko qui les observe depuis le coin. Akiko, d'un mouvement presque imperceptible de la tête, indique le plafond de la baraque et ensuite simule un son discret avec sa bouche, un clic doux, presque un claquement. Puis elle pointe la fissure dans le mur et fait un geste comme si elle ouvrait quelque chose. Le clic, une alarme, un mécanisme, et la fissure, n'était-ce pas seulement un point faible, mais un passage, une porte secrète peut-être, qu'Akiko avait découverte? L'esprit d'Harumi tournait, connectant les points, les étoiles pour la navigation, l'horizon pour la direction, elle-même pour le leadership, la fissure comme la sortie et le cercle comme le moment idéal pour le clic de l'alarme. C'était audacieux, dangereux, presque suicidaire, mais c'était un plan. Harumi sent un pincement à l'estomac. Le plan d'Akiko n'était pas seulement une route d'évasion, mais une opération qui exigeait coordination et sacrifice. Elle regarde Akiko qui, pour la première fois, a une lueur de quelque chose qui ressemble à de l'attente dans ses yeux. Plus de résignation, mais un feu contenu. La nuit s'étirait. Chaque minute une éternité de calculs mentaux et de peurs silencieuses. Harumi avait passé des heures à observer, mémorisant le rythme des gardes, le moment exact où la fumée des cheminées s'intensifiait, le schéma des aboiements des chiens. Le cercle d'Akiko, elle le comprenait maintenant, était la fenêtre d'opportunité. Un bref laps de temps dans la surveillance, un moment de chaos orchestré, ou simplement l'heure la plus sombre avant l'aube, lorsque la fatigue des gardes était la plus grande. Le clic, l'alarme. Akiko avait pointé le plafond vers le haut. C'était une alarme externe, qui devrait être désactivée. Mais comment? Harumi se tourne vers Akiko, qui est déjà assise dans sa position habituelle. Leurs yeux se rencontrent. Harumi gesticule discrètement vers le plafond, puis vers la fissure dans le mur, et fait ensuite un mouvement avec ses mains, comme si elle coupait quelque chose. Akiko acquiesce d'un mouvement de tête presque imperceptible. Ses yeux, qui portaient auparavant la résignation, brillent maintenant d'une détermination froide. Elle pointe Harumi, puis Eri, et enfin elle-même, dans une séquence qu'Harumi comprend comme « Tu diriges, Eri aide, je fais le sacrifice ». Le cœur d'Harumi se glace. Sacrifice. C'était ce qu'elle craignait. Le plan d'Akiko exigeait que quelqu'un reste derrière, quelqu'un qui désactiverait l'alarme, garantissant du temps pour les autres. Et Akiko se portait volontaire, sans un seul mot. Qu'est-ce qu'il y a, Harumi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a un plan pour l'alarme. Mais le poids de la compréhension écrasa Harumi. Akiko n'était pas folle. C'était une stratège brillante, froide et calculatrice, qui avait anticipé chaque pas de l'ennemi, chaque piège. Et le piège final, le plus cruel de tous, était le sacrifice qu'elle se proposait de faire elle-même. Harumi tente d'argumenter avec son regard, mais Akiko secoue la tête, un mouvement léger, mais ferme, qui n'autorise aucune discussion.
La décision était prise. Le génie d'Akiko était indéniable, mais son silence était une barrière infranchissable à la négociation. C'était la seule façon. Soudain, le bruit de bottes lourdes s'approche de la baraque. L'officier de la nuit précédente, accompagné de plusieurs gardes, ouvre la porte avec fracas. La lumière vive de la lanterne balaye la baraque, aveuglant les prisonnières. Attention, demain, à l'aube, il y aura un transfert. Toutes les prisonnières vers un nouveau lieu. Un endroit où votre rééducation sera finalisée. Préparez-vous. Les mots de l'officier tombent comme un coup de tonnerre. Transfert, nouveau lieu, finalisé. La terreur se propage comme un incendie. Des cris étouffés et des pleurs de désespoir remplissent la baraque. Harumi ressent un frisson. Ce n'était pas une simple punition, c'était un camp d'extermination encore plus brutal. Akiko le savait. Elle le savait depuis le début. L'aube promise n'était pas pour le début du travail, mais pour l'annihilation de masse. Le revirement était brutal, la vérité, plus terrifiante que n'importe quel cauchemar. La fuite n'était pas une option, c'était la seule chance de survie. Akiko, la femme du silence, avait déchiffré leur destin bien avant tout autre. Son plan, autrefois un pari risqué, était maintenant la seule route vers la vie. Le temps était en effet écoulé. La nuit précédant l'aube serait la nuit de l'évasion, ou de la mort. Harumi regarde Akiko. Dans les yeux de la femme muette, il n'y a pas de surprise, seulement la confirmation d'une amère vérité. Akiko pointe discrètement la fissure dans le mur, puis le ciel, et refait le geste de coupe. Son regard est un ultimatum silencieux. C'est maintenant ou jamais. Eri, qui a entendu les mots de l'officier, est en état de choc, les yeux écarquillés, le visage pâle. Elle comprend enfin l'urgence, le génie et le désespoir derrière le silence d'Akiko. L'incrédulité fait place à une détermination nouvelle et dangereuse. Harumi, nous devons faire ce qu'elle dit. Harumi acquiesce, ses propres yeux endurcis par la douleur et le courage. La nuit de l'évasion était sur le point de commencer. La nuit était un manteau de possibilités et de terreur. Le plan d'Akiko, une toile de silence et de signes, était sur le point d'être testé. À l'intérieur de la baraque, l'air était dense avec la respiration suspendue de dizaines de femmes. Certaines, paralysées par la peur, hésitèrent. D'autres, poussées par l'ultimatum de la mort certaine, se déplacèrent avec un courage forgé dans le désespoir. Harumi, avec une détermination froide, gesticule vers les plus petits groupes, utilisant les symboles d'Akiko comme guide. Eri, pâle mais ferme, aide à organiser les femmes, les yeux fixés sur Harumi, la foi enfin allumée. Maintenant, suivez les points, vite et en silence. Akiko, avec une agilité surprenante compte tenu de son état, rampe vers la fissure dans le mur, tandis qu'Harumi et Eri mènent le premier groupe vers l'extérieur. La fissure se révèle être un passage étroit vers un tunnel improvisé, caché sous des débris. Le rythme était frénétique mais coordonné. Akiko se déplaça avec la précision d'un fantôme. Sa mission, l'alarme cruciale au plafond, le clic qui scellerait le destin de toutes. Avec un dernier regard vers Harumi, un regard de gratitude silencieuse et d'adieu, elle se redressa, ses mouvements calculés au milieu de l'obscurité. Un bruit étouffé, un claquement lointain, et l'alarme se tait. Akiko avait tenu sa promesse. Un coup de feu résonne, mais il est déjà trop tard. Les prisonnières, menées par Harumi et Eri, émergent du tunnel, courant vers l'obscurité de la nuit. Certaines tombent, mais la majorité avance, la liberté comme un phare lointain. L'odeur de poudre se mêle à l'odeur métallique, un témoignage du sacrifice. Le voyage vers la liberté fut ardu, incertain et marqué par des pertes. Mais, dans l'obscurité de la nuit, sous un ciel parsemé d'étoiles, les survivantes portaient avec elles la mémoire de la femme silencieuse qui les avait sauvées. Akiko ne parlait pas, mais sa vie et sa mort crièrent le plus puissant des messages. La véritable force ne réside pas dans la voix qui crie, mais dans l'esprit qui refuse d'être réduit au silence. Le soleil se lève, teintant l'horizon d'or et de violet. Harumi, Eri et les autres survivantes, épuisées et marquées, observent le nouveau jour. Leurs visages reflètent la douleur du passé, mais aussi un espoir nouvellement découvert. L'héritage d'Akiko vit en chacune d'elles. Une histoire de courage, de sacrifice et de l'indomptable volonté de survivre. Êtes-vous prêt à déchiffrer le silence ?